On continue à parler de ce qui se passe au Moyen-Orient avec notre revue de presse. Et vous, Émilie Boyle, bonjour. Ce qui se passe donc en Iran et dans la région, ça fait toujours la une des médias en France. Oui, évidemment, la crise au Moyen-Orient est toujours sur les unes françaises. Commençons avec le Figaro. Aujourd'hui, le Figaro qui explique que les Iraniens craignent toujours le régime, mais le quotidien s'interroge aussi sur les buts de la guerre, alors que Donald Trump tente de clarifier ses objectifs. L'édito ici en bas que vous pouvez voir en fin de page décrit la multitude de buts de guerre donnés par Trump ces derniers jours. Et ces buts font aussi la une de l'humanité. Aujourd'hui, selon le quotidien, Trump et Netanyahou joueraient la carte du flou. Je cite, « Les objectifs de guerre ne cessent de changer dans le discours du président des États-Unis, masquant des divergences avec son allié israélien. » Ce matin, Libé nous propose un angle un tout petit peu différent, plus économique, alors que la France envoie son porte-avions Charles de Gaulle vers la Méditerranée. Le conflit avec l'Iran fait surgir le spectre d'un nouveau choc économique mondial. Et Émilie, chez nos voisins européens, les unes font plutôt part d'une préoccupation autour des relations diplomatiques avec le président américain. Exactement, les relations entre les États-Unis et ses alliés européens figurent sur pas mal de unes ce matin. Commençons en Allemagne, où tout va bien dans le meilleur des mondes, selon Frankfurter Allgemeine. Son titre explique que le chancelier Merz soutient Trump et sa guerre en Iran. Merz et Trump convoient ici en pleine poignée de main pendant leur conférence de presse hier à la Maison-Blanche. Même salle, différente ambiance en Espagne. Allons voir chez El Mundo qui utilise une photo de cette même conférence de presse. Le quotidien espagnol relate les propos de Trump lors de cette conférence. Le président a qualifié l'Espagne de pays hostile après que le Premier ministre Pedro Sánchez ait refusé l'utilisation des bases militaires en Espagne. Trump a même menacé des représailles, mettre fin à tout commerce entre les deux pays. En Angleterre, cette conférence de presse a aussi brisé des cœurs, surtout celui de Keir Starmer. Voici la une du Daily Telegraph aujourd'hui. Trump l'a accusé de ruiner la relation dite spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ajoutons que Starmer n'était pas un Churchill. Évidemment, toute mention de Churchill fait rager les tabloïds de la droite, surtout le Daily Mail, qui s'insurge d'avoir un Premier ministre moqué ainsi qu'une armée inactive. Il accuse le Premier ministre de retirer le Grand de Grande-Bretagne. Sur la gauche de la presse britannique, le message est évidemment un petit peu plus simple. Voici le quotidien socialiste Morning Star qui a une demande pour le Premier ministre: quittez-le. Et en marge du conflit et de la couverture du conflit en Iran, Émilie, certains journaux parlent de la fin de l'illusion de Dubaï. La fin de l'illusion de l'oasis de sécurité. Allons voir chez HuffPost aujourd'hui. Voici leur article. Est-ce que ce ne serait pas la fin du Dubai Dream? La promesse d'une vie paradisiaque se serait écroulée avec les frappes récentes sur la palme de Dubaï et ses hôtels de luxe. Le quotidien de gauche Mediapart est un petit peu plus explicite aujourd'hui. Je cite, « La capitale du capitalisme autoritaire s'est réveillée d'un rêve insensé dans lequel elle pouvait être une zone où règne le déni. La violence intrinsèque à ce rêve se retourne désormais contre elle. » Restant sur la gauche, mais cette fois-ci en Grande-Bretagne, le Guardian se concentre plus sur ces influenceurs de Dubaï dont les vies de luxe ont été interrompues. Beaucoup parlent des attaques iraniennes sur les réseaux sociaux, ce qui, selon le quotidien anglais, renforce l'hypocrisie de leur style de vie face à la répression d'État. Le site économique français Capital se penche sur une autre problématique autour du rapatriement de ces influenceurs français. Le journal explique qu'ils sont nombreux à vouloir être rapatriés par le gouvernement, même s'ils sont partis de la France pour profiter de la fiscalité avantageuse de Dubaï, chose qui, naturellement, irrite pas mal de monde. Et on poursuit cette revue de presse, Émilie, avec une info qui vous a intéressé en Italie, où il y aurait potentiellement un tueur en série.
Oui, c'est une histoire qui a pas mal d'articles en Italie et puis même en Angleterre aussi. Mais regardons, La Repubblica, ce matin, parle du mystère des 5 morts dans l'ambulance. Un ambulancier de 27 ans a été arrêté en lien avec la mort de 5 personnes âgées dans la région de Forlì. Ces victimes seraient décédées pendant ou juste après leur transport en ambulance suite à une injection de substances mortelles. L'enquête est toujours en cours évidemment, mais les autorités craignent que le nombre de victimes pourrait augmenter dans les prochains jours. Émilie, pour poursuivre, donc vous nous proposez quelque chose donc d'un peu plus léger après ces nouvelles inquiétantes dont on a parlé. Le Wall Street Journal prévient qu'il faut se méfier de mini-cochons. Oui, le Wall Street Journal, journal très sérieux, parle de quelque chose de très sérieux. Est-ce que les mini-cochons ou les cochons miniatures existent vraiment? C'est cet article aujourd'hui qui m'a interpellée pour cause des photos de propriétaires de cochons nains qui ont été un petit peu surpris par leur évolution. Alors voici par exemple Tucker, qui était censé être un cochon miniature, qui allait du coup rester miniature. Quand Jessica l'a adopté, il faisait cette taille et quelques mois plus tard, Tucker apparaissait d'avoir pris 80 kilos. Même chose pour Cathy, qui a adopté son cochon Charlie, qui faisait cette taille, qui lui posait dans ses 2 mains. Et quelques mois plus tard, même surprise pour Cathy, Charlie a fini comme ceci. À mon avis, peut-être plus apte à donner des câlins. Merci beaucoup, Émilie. Restez avec nous dans 15 minutes.